avec vous et sur vos pratiques à vous. Salma, merci d'avoir accepté de venir parler aujourd'hui. Peut-être ça marche. Oui. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, super. Merci beaucoup, Ségolène, pour cette introduction. J'espère que je serai à la hauteur. Excuse-moi, là, je te laisse en plan, là. Il faut qu'on fasse partir ta présentation à toi. Voilà. Ouais, super. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Et alors, je ne suis pas une star, mais j'utilise beaucoup en fait l'IA et surtout maintenant de l'IA générative à cause des applications auxquelles je suis confrontée dans la recherche. Je travaille beaucoup sur l'intégration multi-échelle de données sur le cerveau et aussi sur l'utilisation du langage comme un marqueur d'un trouble, du trouble de PTSD pour son diagnostic. Et donc, confronté à des outils comme ça tous les jours, on se pose pas mal de questions. Et c'est pourquoi je voulais partager avec vous en fait des questionnements parce que personne n'a. Oui. Oui, là c'est bien parce que personne n'a des solutions, mais plutôt des questionnements. Et le questionnement, je pense que c'est le début de la bonne pratique. Alors, juste un tout petit historique pour commencer. En fait, depuis la fin 2022 et le début de 2023, on a eu un grand boom suite à l'annonce officielle de OpenAI de la sortie de ChatGPT. Et on a tous été émerveillés, en tout cas pas mal de personnes ont été émerveillées par cet outil, et depuis, ça ne s'arrête plus. Donc on a de plus en plus d'outils de l'IA générative qui génèrent de plus en plus de textes, maintenant des images, des vidéos, des sons, de la data et même du code. Alors donc parallèlement à ça, on a en fait initié pas mal de discussions autour de l'utilisation de ces outils d'IA générative parce qu'ils deviennent de plus en plus en fait des assistants dans notre vie quotidienne. On les utilise même des fois sans se rendre compte qu'on est en train de les utiliser. Ils sont toujours là. Et donc là, le questionnement éthique par rapport à ces outils s'impose dans notre environnement et surtout lorsque ces outils commencent à toucher la prise de décision qu'on va avoir. Donc le chercheur, il fait partie de cet environnement, il fait partie de toutes ces problématiques parce que d'un côté, les chercheurs sont à la source, il y en a des chercheurs qui produisent ce genre d'outils et en même temps, il y a d'autres qui les utilisent. On les utilise différemment par rapport à tous ceux qui les utilisent, mais il y a une utilisation de ces outils. Alors comme une personne qui n'a pas honte de dire qu'elle utilise ChatGPT, je lui ai posé la question, finalement, juste après que Madame Ségolène Aimé m'a contactée. Est-ce qu'il y a des avantages que l'IA générative apporte dans la recherche? Donc, j'ai posé la question à GPT-4 et en fait, la réponse était sous forme de 3 points, donc, que j'ai mis dans les boules là. Donc, il y a un dernier point auquel j'y crois pas beaucoup, c'est il booste la créativité. Alors ChatGPT apparemment booste la créativité. J'ai du mal à croire, étant donné quand on sait comment ChatGPT fonctionne. Il ne fonctionne que sur ce qui existe. Donc comment il peut booster la créativité, j'ai des doutes. Le deuxième point était la création de données. C'est un point qui est important, qu'on va aborder un peu plus tard, mais le point auquel je m'attache beaucoup, c'est quand même le gain en efficience. Surtout lorsqu'il présente en fait la rapidité dans l'écriture et l'édition des articles scientifiques. Et là, ça m'interpelle parce que c'est vraiment une utilisation phare des chercheurs de ces outils-là. Et dans un article qui a été publié, il y a eu un résultat qui disait que en fait, les chercheurs qui ne sont pas dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, ils mettent 51% de temps
plus qu'un native English speaker pour écrire son article. C'est quand même une grande, en fait, c'est inégalité en fait entre les chercheurs. Alors j'ai cherché cet article, c'est un article qui a été publié dans une des filières de Nature sous le nom de How ChatGPT is Transforming the Postdoc Experience. Et c'était assez intéressant de lire cet article parce qu'ils ont quand même questionné 3838 postdocs à travers 93 pays, essentiellement dans l'Amérique du Nord et l'Europe. Et donc, de ces postdocs à qui ils se sont adressés, 31% ont déclaré qu'ils utilisent ChatGPT dans leur processus de recherche. Pas ChatGPT spécialement, mais en tout cas les robots conversationnels, les chatbots en général. Donc 31%, ce n'est pas le pourcentage réel, c'est quand même que ceux qui ont déclaré l'utiliser. Il y a d'autres qui l'utilisent mais qui ne déclarent pas. C'est très intéressant d'avoir ce premier constat, mais la question qui se pose, dans quoi il est réellement utilisé? Alors, une des premières utilisations, c'est quand même les synthèses de revues de littérature. Le deuxième point, c'est l'écriture donc aider à écrire les papiers scientifiques et aussi à écrire du code. J'en parlerai au départ de l'écriture des papiers et l'écriture du code, je vais l'évoquer quand on va parler de la propriété intellectuelle. Il est aussi utilisé pour la création des datas. Certains ont déclaré qu'il est utilisé pour générer des idées. Je reste un peu méfiante par rapport à ça. Et puis, pour faire du brainstorming. Ça, j'y crois beaucoup parce que c'est un réflexe, même avec Google et tout ça. Quand on a une question, on essaye de savoir est-ce que ça a déjà été évoqué. On va sur Google et on essaye de voir. Donc, ça ne m'étonnerait pas. Alors, pour la première utilisation, qui est la synthèse des revues de littérature. Alors, un des outils qui est assez intéressant dans ce domaine-là, c'est quand même Illicit. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Illicit, si vous l'avez déjà utilisé. Mais en tout cas, c'est un outil qui a l'air vraiment merveilleux. Moi, j'utilise des fois, et là, si vous voyez bien sur le... Je lui ai posé la question juste AI Analytics, avec point d'interrogation. Et donc là, dans ce petit carré-là, il me fait en fait une synthèse de 4 papiers scientifiques. Et il donne la référence, ce n'est pas comme les autres bouts conversationnels, c'est-à-dire que là, il me sort les vraies références, les références que je peux aller vérifier parce qu'en bas de la page, ici, en fait, il me donne en fait les liens pour aller chercher ces articles-là, donc je peux vérifier. Et les questions, en fait, on peut poser n'importe quelle question. On aura toujours, là c'est la version qui est gratuite, mais s'il y a si on prend la version premium, il va faire plus de synthèse, plus de papier, ce qui est très intéressant dans la recherche. Par contre, est-ce qu'on devrait utiliser cet outil? Moi, je pense que oui, on devrait l'utiliser, mais il faut savoir qu'il y a un vrai biais derrière. C'est que cet outil est licite, même si on achète la version premium, c'est un outil qui n'est pas du tout transparent sur le corpus de départ. Moi, ça m'avait posé en fait un problème lorsque je l'utilise, même pour des questions dont je suis très spécialiste, je connais le domaine, et en fait, j'arrive jamais à voir les papiers que je connais. Il y a toujours d'autres papiers. Et donc, ça m'a toujours fait poser la question, mais dans quelle base de données ils cherchent? Quel est le corpus de départ? La réponse à cette question, vous ne la trouverez pas. Jamais Illicit ne vous dira quel est le corpus de départ. Eh bien, comme scientifique, si on ne connaît pas le corpus de départ, il y a un grand biais. Vos résultats comportent un grand biais que vous ne pouvez pas maîtriser, que vous ne pouvez pas discuter, donc il faut le mettre. En fait, il faut être conscient de ce biais. Le deuxième point pour la recherche était l'évaluation de la recherche. Alors on peut utiliser ces bouts conversationnels pour évaluer d'autres recherches. Alors j'ai été partie prenante de 2 expériences dans ce cadre-là.
Alors la première expérience, on l'avait menée dans des journées sur les systèmes complexes qu'on organise annuellement à Anjou. Je fais de la pub. Mais en fait, durant la version de 2024, il y a un groupe de chercheurs qui ont voulu faire cette expérience, c'est-à-dire après avoir accepté les abstracts qui allaient participer, on a contacté les auteurs et on leur a dit « Qu'est-ce que vous pensez si on passe vos abstracts dans le GPT-3 pour savoir s'ils répondent à un prompt de pré-contrainte et voir si vraiment vous n'avez rien oublié dans vos abstracts pour que l'abstract soit scientifiquement solide. » Alors certains ont accepté de se soumettre à l'expérience et donc le prompt il questionnait sur est-ce que la méthode est bien évoquée, est-ce que l'hypothèse elle est bien formulée, elle est claire, est-ce que la problématique elle est bien marquée, donc c'était ça en fait le prompt. Et on soumettait à GPT-3 l'abstract et il nous répondait en disant oui ça il a bien été évoqué, ça n'a pas été évoqué. Et il y a eu un aller-retour en fait entre le chercheur et l'autre groupe qui utilise le GPT-3. Et en fait, le but final, c'était est-ce qu'avec cet échange, on pourrait améliorer la qualité de la présentation qui suivra pendant les journées. Ça, c'était une première utilisation. La deuxième utilisation, c'était aussi dans l'évaluation de la recherche lorsqu'on a conduit une revue systématique sur un corpus d'articles. Alors on essayait en fait de voir si les articles dans notre corpus qu'on a choisi pour la revue systématique, est-ce qu'ils répondent aux critères que nous nous sommes mis pour l'évaluation, pour les discuter après. Alors si on le fait à la main, ça prend 2 heures pour chaque article. Si on réalise le prompt avec nos critères d'évaluation, on le soumet à ChatGPT, ça prendra 15 minutes avec une révision. Et dans les 15 minutes, il y a aussi une révision de notre part, est-ce qu'il a bien répondu ou pas. C'est quand même merveilleux. Mais reste que quand même, nous avons utilisé un boot conversationnel dans lequel nous avons déversé des corpus à nous. Nous avons déversé aussi des abstracts qui peut-être n'ont pas encore été publiés. Et on a tout mis dans un boot conversationnel qui n'a aucune transparence sur la réutilisation des inputs. On lui a tout balancé. Donc voilà, donc on sait que c'est faisable, on sait qu'il le fait très très bien, qu'on gagne pas mal de temps, mais quand même on a transgressé certaines contraintes éthiques. Donc, est-ce que ce qui nous pose aussi des questions par rapport à ça. Le deuxième point qui a été évoqué, c'est dans l'écriture des papiers. Alors, il faut savoir que Springer Nature a pris des positions très claires par rapport à l'assistance de l'IA dans l'écriture des papiers scientifiques. Et ils ont même été à sortir une IA générative qu'ils ont appelée Curie, qui aide en fait à écrire bien l'article en anglais. C'est vraiment basé sur la traduction en anglais, donc il améliore pas mal le style en anglais. Et cet outil qui s'appelle Curie a été testé en Asie. Et en fait, les chercheurs qui l'ont testé, ils ont vu leur taux d'acceptance de papier augmenter de 14% suite à l'utilisation de cet outil. Alors, étant donné toutes ces questions, est-ce qu'on a finalement le droit d'utiliser des IA génératives pour améliorer l'écriture de nos papiers scientifiques, ce qui est quand même la première contrainte qu'on a dans la recherche? Alors, la réponse, en tout cas pas des académiques, parce qu'on ne sait pas, mais en tout cas des autres décideurs qui sont les publishers, les publieurs, il y a 15 éditeurs scientifiques qui ont postulé ou qui ont pris position par rapport à l'utilisation de l'IA générative, dans 2 qui ont pris des positions très claires, donc Springer Nature et Science, qui disent qu'ils acceptent que les auteurs utilisent de l'IA générative à la condition qu'ils le mettent clairement dans l'article, qu'ils mettent clairement qu'ils ont utilisé l'IA générative, pas comme co-auteur,
mais qu'ils indiquent ça à la fin de l'article, comme quoi ils ont utilisé de l'IA générative. Les autres éditeurs, bon, il y en a qui ont pris des positions claires, mais la plupart, c'est des positions qui ne sont pas très claires. Ils les ont mis dans les Author Guidelines. Mais c'est plus ou moins clair. Mais de toute façon, il y a une prise de position qui va vers la permission d'utiliser l'IA générative comme assistant pour l'écriture des papiers scientifiques. Mais alors, est-ce que vraiment il n'y a plus de tabou par rapport à ça? Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi avec ces IA génératives? Sachez qu'en ce moment, il y a pas mal de chercheurs et de scientifiques qui traquent les papiers qui sont produits par l'IA. Fin 2023, début 2024, ils ont traqué 139 papiers complètement produits par de l'IA et injectés dans Google Scholar. Quand même, Google Scholar, c'est quand même un site qui est pas mal visité. Donc, il va falloir faire très attention par rapport aux articles que vous allez y trouver. Alors, ces 139 papiers, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Pourquoi on les a traqués? Pourquoi on dit que c'est des papiers frauduleux? Ben, il n'y a pas que l'aide à écrire les papiers, il y a aussi la génération de données qui rentre vraiment dans cet environnement. Il y a des chercheurs qui ont généré carrément des données et qui disent même pas qu'ils ont généré des données. Donc l'article, en tout et pour tout, généré par de l'IA. Il n'y a rien qui est humain dedans. Donc pour la génération des données ou la création des datasets, vous pouvez utiliser en fait des bouts conversationnels pour produire des données. Alors, il y a 3 cas que je vais citer ici. Premier cas, ça je ne vais même pas m'étaler parce qu'il y a des chercheurs qui vont créer de fausses données, mais qui ne vont pas dire que ce sont de fausses données. Ils ne vont pas dire que ce sont des données simulées, ils vont les créer, ils vont vouloir les faire passer comme des vraies données. Et ça, c'est frauduleux, on ne va même pas discuter. Il y a le deuxième et le troisième cas qui, eux, vont utiliser des données générées par de l'IA, mais c'est des données qui vont être générées parce que les données de départ, ce sont des données sensibles qu'ils ne peuvent pas mettre en accès pour que d'autres chercheurs puissent reproduire leurs recherches. Et donc, pour un peu contourner ce problème de éthique, ils vont générer par de l'IA des données qui ressemblent à leurs données sans qu'il y ait question de données personnelles dedans. Les 2 cas, ils traitent la même chose, sauf la manière de le faire va différer. Et ça, j'ai été personnellement en fait impliquée dans le 3e cas. Pour la recherche sur le stress post-traumatique. Donc, dans le 2e cas, les chercheurs ils vont utiliser un chatbot ou un robot conversationnel comme ChatGPT n'est pas le seul. Il y a Claude, il y a Gemini, il y en a énormément en ce moment. Mais ce qu'ils vont faire, c'est que des données ultra sensibles qui comportent énormément de données personnelles, ils vont les balancer dans ces chatbots en lui disant « génère-nous des données similaires ». C'est facile, c'est le moyen le plus facile, ça va se faire en un clin d'œil. Mais quand même, vous avez balancé toutes les données sensibles dans un chatbot dont vous ne savez rien de comment il utilise les inputs. Le 2e cas, c'est que on va utiliser ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models. Donc, ce sont comme le GPT, mais c'est des modèles qu'on va soit fabriquer nous-mêmes, soit réutiliser ce qui existe sur le marché, mais qu'on va installer sur nos ordinateurs institutionnels compatibles avec la RGPD, ou sur des serveurs institutionnels compatibles avec RGPD, et on va tourner le modèle pour qu'il nous génère, dans un environnement très sécurisé, des données similaires aux données sensibles. Alors, sur les 2 cas, essayez de ne pas faire le 2e cas. C'est très facile,
mais essayez de ne pas injecter des données personnelles dans des chatbots. Faites le nécessaire, même si c'est difficile. Contactez des gens qui savent le faire, mais c'est faisable. Voilà. Alors de tout cela, de toute cette expérience, qu'est-ce qui remonte? Ce qui remonte, c'est le biais. Si vous ne connaissez pas les données, si vous ne connaissez pas les données d'entraînement de ces modèles, si vous ne connaissez pas le corpus de départ, vous aurez des biais dans vos résultats et ces biais, vous ne pouvez même pas les contrôler, vous ne pouvez même pas les discuter parce que vous ne les connaissez pas, tout simplement. Alors, ces biais, ça nous ramène directement à la transparence de l'outil que vous utilisez. Si l'outil n'est pas transparent sur les données d'entraînement, parce que dans l'IA, toute la discussion, elle doit se concentrer sur les données d'entraînement. C'est ça le plus sensible. Si l'outil n'est pas transparent sur les données d'entraînement, soyez sûr qu'il y a des biais incontrôlables auxquels vous ne pouvez rien faire. Et aussi, ça engage aussi, par rapport à ces résultats que vous allez publier, qui est responsable de ces biais? Est-ce que vous, en tant qu'utilisateur, les chercheurs qui publiez ces résultats, ou est-ce que c'est l'outil que vous avez utilisé? Ça, il faut se poser la question. Et dans la plupart des cas, c'est nous responsables des résultats qu'on est en train de publier et pas l'outil qu'on a utilisé. Le troisième point qui remonte et auquel on fait absolument pas, on n'y pense pas, c'est quand même la propriété intellectuelle. Et là, je reviens à un point que j'avais évoqué mais que je n'avais pas discuté, c'est la génération de code. Alors, c'est très facile, surtout si vous utilisez du Python, de demander, même à ChatGPT ou à Claude, vous leur demandez de vous générer un code pour faire une tâche informatique précise. Et il vous générera miraculeusement un code qui plus ou moins marche bien. Il lui manque rien. Des fois, il marche du premier coup. Des fois, il faut juste faire des installations ou un petit débugage. Mais ça marche bien. Sauf que jamais on se demande sur la propriété intellectuelle de ce code. Ces IA génératives, ils n'inventent pas. Ils sont en train de faire la synthèse de tout ce qui existe. C'est-à-dire qu'ils vont sur des plateformes comme le GitHub, par exemple, où une communauté de chercheurs ont milité pendant des années pour ouvrir le code et pour le partager avec le reste de la planète, à condition que quand même il soit cité. Et là, les IA génératives, ils prêtent ça. Ils vous le remettent sans à aucun moment, ils parlent de celui qui a généré réellement ce code. Et vous allez l'utiliser sans jamais mentionner le véritable codeur. Donc faites attention, on est en pleine transgression de propriété intellectuelle et on est en pleine destruction de toute une démarche scientifique saine qui a été construite sur plusieurs années. Le dernier point, c'est quand même la sécurité et en fait les données sensibles et les données personnelles. Donc tout ce que vous mettez dans des bouts conversationnels, sachez qu'il est réutilisé. Il est réutilisé et on ne sait même pas comment il est réutilisé. Donc tout ce qu'on a, toutes les lois qui ont été réalisées dans le cadre de la RGPD, toute l'éthique par rapport à la donnée personnelle, elle est aussi en train d'être transgressée pas mal, avec une utilisation des fois sans y penser à mal. On l'utilise, c'est tout, on ne sait même pas en fait. On ne sait même pas qu'on est en train de la transgresser. Mais alors la question qui reste, c'est est-ce qu'on ne fait plus rien, on n'utilise rien, on n'ouvre plus, on n'utilise plus des outils de l'IA non, on ne peut pas. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Par contre, il faut faire attention à des initiatives comme Generative AI Product Tracker, qui sont des initiatives qui essayent en fait, dans un premier but, de faire l'état de l'art de ce qui existe. Qu'est-ce qui existe comme produit utilisant l'IA générative? Qu'est-ce qui existe sur le marché? Alors, ils l'ont fait dans un... Bon, ce n'est pas le plus éthique possible. Ils ont fait un Google Doc qui est librement partagé, dont tout le monde peut contribuer. Et donc, c'est assez facile comme outil. C'est vraiment en fait des colonnes, quelques colonnes, qui vont
qui vont préciser le nom de l'outil, la date de la dernière version, qui est derrière cet outil, parce que des fois, on n'arrive même pas à savoir qui est derrière ces outils. Dans mon institution à Paris 1, ils ont testé des outils d'IA génératifs qui peuvent générer sur une simple description des rapports de master via 50 €. Et les profs, ils ont testé ces outils et apparemment ça marche très bien. Ça tient la route ce que ces IA génératifs produisent via 50 €, mais ils ne sont jamais arrivés à trouver qui est derrière l'outil. Donc ça c'est très important en fait de le savoir. Donc là ça spécifie, est-ce que c'est connu, est-ce que c'est pas connu la personne ou l'institution derrière l'outil. Est-ce que l'outil est clair par rapport aux données d'entraînement ou pas? Est-ce qu'il est clair par rapport à la politique de réutilisation des inputs? Et aussi, en fait, qu'est-ce qu'il fait exactement? Là, j'ai pris juste une image, en fait. J'ai pris une photo de cet outil-là et je l'ai fait sur une captation sur ChatGPT éducationnel, parce que ça existe, et dans lequel il dit clairement qu'il ne réutilise pas les inputs. Donc il y a des choses qu'on pourrait en fait adopter qui sont plus ou moins claires, plus ou moins transparents par rapport à certains questionnements qu'on pourrait se poser. Donc de manière générale, donc c'est une initiative qui a pour but de traquer ce genre d'outils, de faire l'état de l'art et aussi un peu de délimiter ce marché qui n'arrête pas de grandir et qui est presque incontrôlable. Alors comment ça se présente ce Google Doc? Il se présente sous forme de champs. Donc il y a un champ qui est dédié à des outils très généraux comme les ChatGPT, donc les bouts conversationnels. Il y a ce qu'on appelle les Discovery Tools comme Elicit. Donc il y a plusieurs d'autres qui vous permettent de faire des synthèses de la littérature. Je ne vais pas les détailler tous, mais bon, il y a ceux qui aident à l'écriture des papiers comme DeepL. Et bien sûr d'autres. Et puis pour le codage, et à la fin en fait il y a une section qui s'appelle Others. Alors cette section-là, il y a plusieurs types, donc ils n'arrivent pas à mettre dans les champs qui sont en haut. Mais moi j'ai regardé et c'est plutôt des plateformes comme Hugging Face. Alors je mets un zoom sur Hugging Face parce que c'est une plateforme dans laquelle vous pouvez développer des modèles de langue, des LLM, comme les ChatGPT, où vous pouvez réutiliser des modèles de langue de manière sécurisée, mais vous pouvez les tester et vous pouvez les développer sur Hugging Face. Et pourquoi je fais le zoom? Parce que c'est une plateforme française. Et elle est leader dans le domaine. Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à conseiller à vos étudiants qui développent de l'IA d'y aller sur Hugging Face. Ils la connaissent de toute façon. Alors, nous, en tant que chercheurs, qu'est-ce qu'on doit faire à l'intérieur de tout ça? Sachant qu'on n'a pas beaucoup de choses, beaucoup de recommandations. Alors, il va falloir nous faire nos propres recommandations à nous-mêmes. Il va falloir qu'on adopte une charte personnelle. Il faut que chacun se mette devant les yeux qu'il doit respecter des choses, même si ce n'est pas encore imposé par les institutions. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est vraiment toujours aller checker, aller vérifier les biais dans les outils qu'on utilise. Et il faut toujours aller voir que les données d'entraînement, ils sont d'abord transparents, mais surtout, ils adhèrent à des recommandations éthiques convenables. Sinon, tout ce que vous allez produire est vraiment très, très, très orienté. Il faut être transparent sur l'utilisation des IA. Dans cette présentation, à chaque fois que j'ai dû utiliser de l'IA générative, je vous disais, j'ai utilisé ça pour générer ces 3 points, j'ai utilisé l'IA. Soyez en fait transparents sur ça, il n'y a pas de honte à les utiliser, de toute façon on est tous amenés à les utiliser. Vérifiez le contenu de ce qui est produit, ça c'est sûr, mais surtout si on est amené à générer des données,
il faut être transparent sur ça et surtout les documenter. Documenter que c'est des données générées, ne pas oublier de les documenter. Et puis, surtout, continuer en fait une action qui est militaire par rapport à ça, c'est-à-dire, militante par rapport à ça, c'est-à-dire continuer à rendre compte des nouveaux outils et si vous pouvez aller documenter dans l'initiative dont je vous ai parlé juste avant, ça serait une bonne chose. Et puis finalement, si jamais vos institutions, je salue beaucoup l'ICM sur cette initiative d'aujourd'hui parce qu'elle est rare dans les institutions et j'en suis consciente. Si les institutions sortent des guidelines par rapport à l'IA, n'hésitez pas de les suivre, n'hésitez pas d'aller regarder par rapport à ce que l'Union européenne a sorti et aussi l'UNESCO. Et puis finalement, lorsque vous utilisez des outils de l'IA génératif, sachez qu'une question simple, c'est 30 fois plus d'empreinte carbone qu'une simple requête à ChatGPT. Merci beaucoup. Merci, Salma. Bon, écoutez, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux comme introduction à notre discussion. Oui, elle est passée, mais... Je m'assois. Et donc, maintenant, on va discuter de ce que vous faites.